Bienvenue dans cette salle des fêtes de la ville de Sevran. Bienvenue pour cette journée consacrée à cette problématique des arts participatifs. On va en savoir un petit peu plus tout au long de la journée pour comprendre ce que l'on met derrière cette formule, qui est organisée par le Théâtre de la Poudrerie dans le cadre de ses rencontres, de son festival, et en partenariat avec l'Observatoire des politiques culturelles que je représente. Pour le coup, je me permets d'indiquer que je m'appelle Jean-Pierre Saez, mais ce n'est pas moi qui vais parler tout de suite. Ce sont tous ceux qui soutiennent et portent ces rencontres et cette journée. Et pour commencer, peut-être le mot d'accueil, la parole à la présidente du Théâtre de la Poudrerie, Anita Weber, et à sa directrice, Valérie Suner. Merci Jean-Pierre, bonjour à tout le monde. C'est juste un mot d'accueil, les discours, c'est pas moi qui les ferai. Je veux simplement vous remercier tous d'être présents. Remercier également mesdames et messieurs les élus, madame la députée, Clémentine Autain, monsieur le maire, les représentants, les représentants, pardon, il ne faut pas que je mélange, les représentants de l'État, madame la préfète, madame la directrice régionale des affaires culturelles. Nous sommes donc très heureux de vous accueillir. Et puis, je salue également tous les amis du théâtre de la Poudrerie et tous les amis de la culture qui sont venus à Sevran aujourd'hui pour cette réflexion. Alors, je vais être très brève, mais dire simplement que le théâtre de la Poudrerie existe depuis 7 ans dans une ville particulièrement ouverte à la culture et qui a toujours fait de la culture un cheval de bataille. À Sevran, la culture est importante. Elle est importante pour les jeunes, elle est importante pour la population. Et c'est donc soutenu par une municipalité très engagée que le théâtre de la Poudrerie a pu se développer selon une formule très originale sur laquelle nous allons évidemment revenir, une formule participative, le théâtre à domicile. Et nous avons déjà fait beaucoup de choses. L'équipe qui est représentée par sa directrice Valérie Suner a beaucoup travaillé. Et c'est dans la continuité de ce travail en profondeur que nous avons décidé un temps de réflexion, un temps d'arrêt aujourd'hui pour interroger ce que nous faisons et l'interroger en le comparant avec des expériences qui sont des expériences multiples dans le domaine des arts participatifs. Au fond, qu'est-ce que c'est que la participation? C'est quoi? C'est pourquoi? Ça produit quoi? Mais je ne répondrai pas à cette question. Je dirais simplement que nous sommes très heureux de mener cette expérience, donc en liaison avec la ville de Sevran, la direction des affaires culturelles, tous ceux qui ont œuvré aujourd'hui pour animer cette salle, hein, avec l'Observatoire également qui a bien voulu se charger de cette journée. Et ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes portés par une conviction. Quand je dis nous, c'est l'équipe de la Poudrerie, une conviction toute simple. Et j'ai juste envie de terminer par ce mot et citer Jacques Ralit, parce que c'est quelqu'un d'important, tout le monde le sait. Et il disait ce qu'il faut faire, c'est finalement ouvrir à chacun la possibilité d'un commencement. Et c'est ce que tente de faire le théâtre de la Poudrerie. Voilà, merci. Bon, après les belles paroles de ma présidente, j'ai plus beaucoup à dire, surtout que je suis sur la table ronde de cet après-midi, donc je ne vais pas occuper trop l'espace de parole maintenant. Bonjour à tous, donc moi je suis Valérie Suner, la directrice du théâtre de la Poudrerie. Nous sommes très heureux d'organiser effectivement ce colloque avec l'Observatoire des politiques culturelles, et je voulais simplement dire qu'il s'inscrivait dans le cadre d'un festival qui a déjà démarré hier soir, dans lequel il y a 22 représentations de spectacles chez les habitants. Donc bien sûr, je voudrais chaleureusement remercier nos amis, les habitants de Sevran et des villes alentours qui accueillent les représentations et qui, dans le cadre de ce festival, ouvrent ces représentations à vous tous. Alors, je vous avoue que beaucoup sont déjà très complètes, mais il reste encore des places. Je vois Pascal qui est devant moi, qui en organise une ce soir, par exemple. Donc, n'hésitez pas à venir voir les membres de l'équipe et pour vous inscrire, pour venir voir les spectacles. Il y a également aussi demain
un banquet participatif. On a voulu effectivement que la participation soit au cœur, à tous les niveaux, que ce soit bien sûr chez les habitants avec les spectacles qu'ils accueillent, mais qu'ils ont coécrit, dont ils sont les initiateurs avec l'ensemble des équipes artistiques. Il y a 9 équipes artistiques, 9 spectacles différents, 22 représentations. Il y a des artistes qui sont dans la salle, qui nous accompagnent depuis effectivement 7 ans. Alors on a renouvelé, on change, mais on travaille souvent sur la durée avec ces artistes. Et donc demain, il y a aussi un banquet participatif pour clôturer le festival avec les habitants et d'autres représentations toute l'après-midi et la soirée de demain. Donc je vais laisser la parole à Monsieur le maire. La ville de Sevran nous a accueillis il y a 7 ans avec et nous fait toujours confiance au bout de cette année. Je remercie la municipalité. Ben, je voudrais vous remercier également, le Théâtre de la Prouderie, toute l'équipe du Théâtre de la Prouderie, Valérie, mais aussi vous tous, vous toutes et tous, parce que c'est grâce à vous que cette rencontre va connaître un grand succès. On va avoir un débat pour faire le point à la fois sur ce qui s'est passé, ce qu'on va faire par la suite, comment nous vivons tout cela. C'est un véritable engagement de notre part, la municipalité, mais en fait la ville, ses habitants, dans cette aventure, une aventure qui dure depuis plusieurs années, qui a connu beaucoup d'acteurs, donc il faudrait raconter aussi l'histoire de l'histoire. Et je lisais quelques articles dans la presse qui racontent un petit peu tout cela. C'est une sacrée aventure qui fait que sur notre ville et ailleurs, on parle de sujets graves, on parle de sujets de la vie quotidienne, de nos vies, et de manière assez bouleversante, avec beaucoup d'émotions, et aussi beaucoup de richesse dans le dialogue et même la construction de soi et de la politique. Si je peux me permettre de dire un mot là-dessus, en tant qu'élu, en tant que militant politique, c'est là aussi, dans cette expérience du théâtre, où on voit le débat éclore et même devenir passionnant et même bouleverser nos vies. Les relations avec autrui, avec les autres, dans cette expérience du théâtre chez l'habitant, où on touche à la convivialité, à l'intime, font que bien souvent, à chaque fois en tout cas en parlant de ma propre expérience de spectateur lorsque j'ai pu assister à des représentations lorsqu'on m'invitait chez les habitants, en réalité les invitations sont, le bouche à oreille fonctionne, enfin il y a un vrai réseau. À chaque fois les rapports entre les uns et les autres sont plus pareils. Et on ne voit plus les choses de la même manière. Après la pièce, ça continue. Enfin voilà, il y a des moments extrêmement passionnants qu'on vit ensemble. Et parler de révolution biographique, même chez les uns et les autres, est un terme que j'avais lu quelque part et qui prend tout son sens à ce moment-là. Je suis fier, comme vous tous, que ça se passe à Sevran, ces rencontres, qu'on puisse parler de tout cela, parce que c'est à la fois un moment important pour nous tous de parler de la participation qui est au cœur de la politique locale à Sevran, mais dire aussi qu'au-delà de la participation, du débat, il y a de la création collective, il y a de la création participative, et c'est sinon notre sujet, l'enjeu sur lequel nous voulons travailler tous ensemble. Je voudrais revenir sur un terme aussi, pour ne pas être trop long, parce que un terme aussi qui a été utilisé, qu'on voit sur nos tickets là, à l'entrée, sur les enseignes, le théâtre de la Poudrerie. Le théâtre de la Poudrerie, donc c'est le théâtre chez l'habitant. Il n'y a pas, comme vous l'avez lu dans la presse, il n'y a pas de lieu dédié, il n'y a pas de théâtre. Il se passe chez l'habitant. Mais il s'appelle le théâtre de la Poudrerie, donc aussi en lien avec le parc de la Poudrerie, qui est un espace vert essentiel pour nous, pour la région, pour la métropole, un patrimoine, et qui a un lien fort de proximité, que je veux rappeler, je regarde Valérie, mais qui est évidemment important pour nous, et qui fait partie du travail que nous menons. C'est le théâtre de la Poudrerie, et se passe en même temps chez vous, chez l'habitant.
Mais gardons cela bien en tête. Et puis voilà, je ne sais plus si j'avais d'autres choses à dire. Non, je crois avoir tout dit. Je relis mes notes. Non, j'ai sûrement pas tout dit. Je crois que ce qui est plus important, c'est de vous remercier encore une fois et de dire que si je sentais tout à l'heure le stress monter. Et puis d'un seul coup, ça va mieux. Et en fait, je suis impatient comme vous qui est au-delà des prises de parole. Je remercie Madame la députée, Madame la préfète, Madame la directrice d'être ici parce que c'est un sujet qui nous tient à cœur. Et je sais que, on en a beaucoup parlé ensemble, je sais que c'est un moteur de la vie citoyenne, du débat démocratique sur notre ville et sur nos territoires. J'en suis très fier et je sais que cette fierté, nous pouvons la partager ensemble. Merci à vous. Nous tournons vers Clémentine Autain, qui est députée de cette circonscription, justement de Seine-Saint-Denis, élue nationale, mais aussi ancrée localement. Et donc, on a évidemment envie de savoir, Clémentine Autain, comment vous appréhendez cet enjeu de la participation des habitants à la vie artistique et culturelle dans ce territoire-là, mais de façon plus générale, hein, dans notre société. Merci, bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je suis très heureuse d'être là pour cette table ronde. D'abord parce que c'est une occasion de saluer le travail qui est fait par le Théâtre de la Poudrerie et globalement par les services culturels de la ville de Sevran. Je le crois absolument décisif et remarquable. Vraiment remarquable. Je le dis en tant que personne qui a assisté ou participé à des représentations qui, le plus souvent, m'ont totalement ébloui, parfois m'ont agacé, m'ont mise en colère, mais c'est aussi ça qui fait la richesse de nos échanges et c'est ce que j'aime avec ce théâtre, c'est que je pense qu'il y a un haut niveau d'exigence, il y a un haut niveau d'expérimentation et il y a un résultat qui me semble décisif pour un point central. Vous me demandiez à quoi ça sert, c'est qu'en fait, ce à quoi on touche, c'est la question de l'émancipation. C'est les conditions de l'émancipation et le Théâtre de la Poudrerie met à disposition des possibilités par la création artistique, par l'accès à la culture, par le théâtre. Eh bien, il met dans la main des habitants des possibilités de réfléchir à sa propre situation en passant par un biais qui est ce biais théâtral. Et ça, pour moi, c'est d'une force extraordinaire, c'est une force critique, c'est une force créatrice, c'est une force démocratique. Et donc, le Théâtre de la Poudrerie fait de ce point de vue un travail innovant qui participe, à mon avis, à donner des capacités pour devenir des individus plus libres à Sevran. C'est quand même pas rien. Hein. Je mets quand même un niveau qui est un niveau évidemment très élevé. Et c'est une équipe très engagée qui a réussi à nouer des liens avec des artistes de très grande qualité, parce que faut pas croire, c'est pas parce qu'on fait le théâtre à domicile qu'on en rabaisse en termes de qualité. En tout cas, je sais que c'est le niveau d'exigence. Parfois, on peut ne pas y arriver. Mais moi, dans ce que j'ai vu, je reconnais, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas critique théâtrale, mais je trouve qu'il y a vraiment une grande force. Et puis, dans ce qu'on voit sur scène, et on l'a vu, alors évidemment, le nom va m'échapper à l'instant, ce spectacle, voilà, merci, avec Flamme. Je pense à Flamme parce que l'autre jour, j'étais dans le métro à Paris et j'ai vu Flamme encore qui tournait dans je ne sais quelle ville. Je me suis dit, mais c'est sans fin, ce spectacle. On a la troisième, alors je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici, troisième année, Flamme, et je me souviens de la représentation, la première ici à Sevran, avec la salle, voilà, la création a eu lieu ici avec une salle pleine, et on est typiquement dans cette transformation d'une parole, donc un travail sur une parole brute, la réalité vécue, et la possibilité de le mettre en scène, de le donner à voir, de surprendre, de créer, de choquer, vous voyez ce que je veux dire? On est d'accord, pas d'accord, mais au moins ça nous fait quelque chose. Et c'est ça la création, c'est qu'au moins ça nous fait quelque chose. Si ça nous fait rien, alors aucun but n'est évidemment atteint. Et donc voilà, je voulais mettre l'accent sur ce travail d'éducation, ce qu'on appelle l'éducation populaire. Contrairement à une idée reçue, l'éducation populaire ne consiste pas à justement avoir un maître d'école tout puissant qui explique par le biais de l'éducation au bas peuple ce qu'il faut faire. L'éducation populaire, c'est cette idée précisément qu'ensemble on va apprendre et chacun apprendre de l'autre. Hein, donc c'est une mécanique qui est une mécanique qui circule
et qui ne va pas que dans un sens. Et moi, c'est en ça qu'elle m'intéresse. Et le théâtre de la Poudrerie fait partie de cette maïeutique, de cette façon de fonctionner et de ce travail d'émancipation humaine. Et j'en ai vu des résultats avec des habitants. Je veux dire, des habitants bouleversés, transformés par un spectacle vu, par un spectacle auquel ils ont participé. Et ça, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Alors, la deuxième chose que je voulais dire, et je vais prolonger de ce point de vue un peu ce que disait Stéphane Blanchet, c'est sur la question du lieu. Parce que moi, la question du lieu, pour moi, elle n'est pas neutre. Je prends l'exemple qui est celui du théâtre de l'Odéon, pas du théâtre de l'Odéon, du théâtre de, excusez-moi, je suis un peu fatiguée ce matin, à Aragon, merci. Il y a l'Odéon et Aragon à Tremblay, mais là je pensais à Aragon, puisque c'est un théâtre de danse que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est donc à Tremblay, qui lui aussi est activement soutenu par la ville et qui produit un travail remarquable, avec une salle. Là, il y a une scène, une salle où on peut venir des spectacles de danse, et en même temps, cette même mécanique qui consiste à aller chercher les habitants, à faire un travail dedans, dehors. Hein. Et je pense que c'est innovant pour l'ensemble du territoire. Votre question était, est-ce que c'est propre à la Seine-Saint-Denis? Peut-être qu'on expérimente des choses, mais à mon avis, qui sont parfaitement valables pour bien d'autres territoires. Dans le domaine culturel, c'est vrai que la Seine-Saint-Denis est particulièrement dynamique, vivace, créatif. Ça, c'est une de nos richesses absolues en Seine-Saint-Denis, c'est cette créativité culturelle. C'est un bien précieux et c'est pas rien. Mais c'est pas pour dire on fait ici quelque chose, puis ça, on reste dans l'underground, etc. Je pense qu'on produit de la création qui, à mon avis, a valeur et dans la façon dont on le produit et dans la création à laquelle on arrive, est valable bien au-delà du territoire de la Seine-Saint-Denis. Pour autant, à Odéon, c'est vrai que à Aragon, pardon, c'est vrai que le fait d'avoir une scène est, à mon avis, quelque chose d'assez précieux. Et moi, je rêve qu'on ait dans le parc de la Poudrerie la possibilité d'avoir une salle, une scène qui fasse vivre le théâtre en même temps, enfin, c'est-à-dire qui lui permettent de se développer et qui lui permettent d'avancer. Alors, ça suppose beaucoup de moyens, c'est une bataille qui rentre dans le cadre de la réflexion qu'on a sur le théâtre de la Poudrerie. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, toutes les questions de privatisation qui se posent sur le théâtre de la Poudrerie sont en train en ce moment de se poser dans un autre parc de notre Seine-Saint-Denis qui lui aussi rencontre en ce moment une autre bataille. C'est sur la circonscription d'une de mes collègues, Sabine Rubin, et pareil avec une idée de privatisation d'un bout de parc. Donc moi je dis faisons attention à notre parc, gardons-le dans un esprit de commun et de public, et moi je pense qu'on pourrait y avoir un lieu qui serait notre lieu et qui permettrait de développer l'action qui est menée par le théâtre de la Poudrerie, et je crois que c'est une bataille qu'on pourrait mener tous ensemble parce que ça suppose d'aller chercher les subsides, et je sais que dans cette période austère c'est pas toujours simple, mais rien ne doit nous faire dévier d'une ambition, d'une haute ambition, et que nous avons droit nous aussi non seulement à la même chose que les autres, ce qui n'est pas gagné, mais aussi parfois quand même à des budgets qui nous permettent d'atteindre l'excellence. Donc merci, bravo pour ce travail, et je pense qu'on continue tous ensemble et que c'est une des richesses fondamentales de notre territoire de Sevran. Merci Nicole Dacosta, je me tourne vers vous. Vous êtes directrice régionale des affaires culturelles de la région Île-de-France. Ici, nous sommes dans un théâtre. Mais les arts participatifs concernent pas mal de disciplines, et au fond la plupart des disciplines aujourd'hui. Et ces arts dits participatifs, ils frappent sans doute de plus en plus à la porte de la DRAC. Alors d'une certaine façon, comment vous les accueillez? Comment cela fait bouger éventuellement la réflexion des services de l'État? Et comment vous entrevoyez cette relation aujourd'hui entre art et démocratie et participation au fond? Merci, merci de nous avoir proposé, d'avoir proposé à la DRAC aussi d'être présente ce matin pour participer à cette ouverture et à ce colloque. La question que vous posez, je vais être dans le prolongement aussi de ce qu'a dit Clémentine Autain, puisqu'elle a évoqué le théâtre Louis Aragon à Tremblay, qui est par exemple un lieu conventionné par la DRAC Île-de-France, donc par le ministère de la Culture, et qui accompagne ce lieu aussi dans cette démarche participative très impliquée dans le territoire, en mobilisant les artistes et en invitant les artistes à travailler de manière étroite, non seulement dans un territoire, mais avec l'ensemble des publics. Et c'est aussi à cet endroit-là que le ministère de la Culture se trouve aujourd'hui, et de plus en plus. La participation, la relation entre l'artiste et le public, d'une certaine manière, elle est assez ancienne. Mais en réalité, elle prend aujourd'hui, et on le voit de manière vraiment très forte, elle prend aujourd'hui une ampleur, une vigueur, un développement qui est assez inédit
et que l'on retrouve dans à la fois toutes les disciplines artistiques que l'on peut accompagner, mais aussi dans toutes les politiques culturelles qui permettent de créer la relation entre la culture, l'art et le public, dans sa manière de l'appréhender, de le vivre, d'être dans cette expérience. Ce mot-là que l'on trouve, le terme d'expérience que l'on retrouve maintenant de manière assez large, parfois très souvent sous un prisme de marketing, mais en réalité qui dit aussi quelque chose de plus ontologique, qui est la relation, une expérience vécue à la fois en termes de signification, d'émotion et de compréhension. Et cette expérience-là, cette participation-là, en réalité, le ministère de la Culture, et on l'a, c'est peut-être une petite révolution douce, alors c'est peut-être pour ça qu'on ne le voit pas ou de manière toujours aussi flagrante, cette dimension de la participation, de la nécessité de l'expérience, on la retrouve à différentes échelles dans l'ensemble de nos politiques et de plus en plus présente. Clémentine Autain évoquait l'éducation. Dans l'éducation artistique et culturelle, un des 3 piliers dans toutes les politiques que l'on peut développer avec l'éducation nationale, avec les collectivités, avec les artistes, un des 3 piliers, c'est la participation, c'est l'action, c'est la pratique. Donc ça montre bien qu'il ne faut pas simplement apprendre un savoir, vivre une expérience au titre du sensible, mais il faut aussi pratiquer, il faut aussi être dans la relation directe avec l'artiste pour que cette compréhension de ce que l'art veut dire et de ce que l'art nous apporte, elle soit complètement pleinement et entièrement vécue. Donc je pense par exemple là effectivement à l'éducation artistique et culturelle où dans l'ensemble de nos approches, cette dimension de la pratique, elle est essentielle pour les jeunes parce que c'est vraiment à cet endroit-là, en participant, en étant acteur aux côtés des artistes et avec l'artiste que s'apprend et se transmet la culture, l'envie de la culture, une émancipation, une perte de peur aussi par rapport à ce que peut être parfois un peu intimidant l'œuvre d'art ou l'artiste lui-même, mais également dans toutes les politiques de développement et d'accompagnement des compagnies indépendantes, des artistes ou encore des lieux labellisés, les plus grandes institutions, qu'on accompagne et qu'on incite à avoir des projets, des actions innovantes. Voilà, il y a le théâtre Louis Aragon qui est un très très bel exemple effectivement comme scène conventionnée dense dans son développement territorial et la pratique participative, mais on a d'autres lieux plus peut-être plus institutionnalisés comme l'AMC 93 à Bobigny qui a un très beau projet de fabrique de l'expérience qui est vraiment une démarche très innovante, très, très douce, très discrète d'une certaine manière de la relation entre l'artiste et l'habitant dans des modes d'action qui sont dans la même veine que ce que pratique le théâtre de la Poudrerie. Et c'est vrai que l'expérience du théâtre de la Poudrerie, elle est tout à fait signifiante et très importante comme exemple de la place des arts participatifs. Donc d'une certaine manière, je pense que on accompagne les artistes dans leurs projets, comme on accompagne les lieux dans leurs projets, et de plus en plus parce que dans ce développement de cette relation un peu directe, active, réelle, concrète, de la relation entre le public et la création elle-même, la création artistique, parce que c'est aussi une évolution de société. On est de moins en moins passif d'une certaine manière, on a besoin de vivre toutes ces expériences, on a besoin d'être dans les contacts avec les artistes et d'éprouver soi-même et de faire soi-même aussi un certain nombre de choses. Et de même qu'on accompagne les lieux de fabrique artistique, les tiers-lieux, où là aussi se renouvelle une approche de la création et de la participation du public qui est très intéressante parce qu'elle rebat les cartes et elle permet d'ouvrir aussi des champs nouveaux d'action et d'intervention. Donc, d'une certaine manière, la question des arts participatifs est très diffuse, très présente et très largement accompagnée aussi dans différents types d'expériences ou de projets ou de dispositifs par le ministère de la Culture. Merci beaucoup. Je me tourne enfin vers Fadela Benrabia, préfète à l'égalité des chances de Seine-Saint-Denis. Alors, préfète à l'égalité des chances, ça veut dire que vous avez une appréhension globale de cette problématique de l'égalité des chances, mais aussi des inégalités que l'on peut rencontrer dans la société, dans ce territoire en particulier. Et du coup, j'ai envie de vous interroger sur cette question
des inégalités que l'on peut encore constater dans la participation des habitants à la vie culturelle. Et pourquoi, d'après vous, et comment lutter contre ces inégalités? Comment, par exemple, la politique de la ville continue de travailler le sujet dans un contexte particulier, un contexte social et culturel particulier, qui est celui de Seine-Saint-Denis? Bon, alors déjà, la question que vous me posez, il faudrait toute la journée. D'ailleurs, vous allez y consacrer toute la journée. Je pense que c'est une question qui a été en partie abordée par les interventions précédentes. Clémentine Autain a ouvert le chantier. Nicole Dacosta a continué avec les enjeux aujourd'hui qui traversent le ministère de la Culture. Le maire a lui-même indiqué comment ça pouvait être un moteur de la démocratie. Et au fond, je crois que c'est ça. Est-ce qu'on peut poser la question des inégalités d'accès ou des inégalités d'accès à la culture sans se poser la question de la place des citoyens dans justement le jeu démocratique? Et la culture fait partie, et vous l'avez très bien dit, moi j'aime beaucoup cette expression, qui est un moteur de la démocratie et de la citoyenneté. Et donc, on peut répondre à votre question sur les questions sur l'inégalité. Est-ce que pour être citoyen, il ne faut pas, pour garantir en tout cas que chacun prenne toute sa place et toute sa place dans le débat démocratique, est-ce qu'il ne faut pas veiller aussi à ce qu'il ne soit jamais en dehors ou laissé au bord de la route de toutes nos politiques publiques? Il faut veiller à ce qu'il prenne aussi toute sa place dans ces politiques publiques-là. C'est un peu le sujet. Alors, j'interviens après Nicole Dacosta, mais le ministère de la Culture, Nicole l'a très bien dit, a évolué aussi, a évolué ces dernières années. Et puis la création de la politique de la ville qui a été fondée sur justement de l'inégalité, c'est-à-dire des situations dans certains territoires vécues par des populations dont la caractéristique c'était d'être des gens modestes, de moyens modestes, est-ce que et se sentant abandonnés par l'ensemble finalement des politiques de l'État, mais aussi des politiques publiques. Et ce sentiment d'abandon allait forcément avoir des effets et des conséquences sur leur participation et la contribution à la vie quotidienne et à la vie démocratique. Et ça, ces facteurs non pas de cohésion évidemment, mais au contraire de fragmentation de la société. Alors, du point de vue de la question de l'objet culture et de la politique de la ville, longtemps, on a fait, Nicole l'a très bien dit, on a bougé et on a tous évolué de ce point de vue-là, mais longtemps, on s'est cantonné à essayer de faire que les gens de milieu populaire, dont on pensait qu'ils étaient éloignés de la culture, puissent accéder à des lieux de culture, qui étaient des lieux aussi prestigieux, ça a été très bien dit, qui pouvaient intimider. Et donc, on a posé, on a placé des équipements de grande qualité, mais des équipements culturels dans des endroits qui étaient des endroits populaires. Et on a vu, certains ont parfaitement fonctionné et d'autres n'ont pas du tout fait le maillage. Il n'y a pas eu l'alchimie qui était désirée et qui était voulue. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que pour avoir cette alchimie-là, il faut s'y prendre autrement. C'est-à-dire qu'il faut partir de la réalité de ce que sont les gens. Et c'est là où l'éducation populaire, qui était évoquée tout à l'heure par Clémentine Autain, est essentielle. C'est-à-dire comment on travaille pour que l'acteur, les citoyens, soient au cœur de la production de la culture. Et c'est de ça dont il s'agit. On a plusieurs exemples, évidemment. Nous sommes à Sevran. Sevran, cette fabrique-là, ce lieu-là, c'est le lieu de la fabrique, en fait. Parce que ça ne ressemble pas à un théâtre. Il n'y a pas eu de théâtre, il n'y a pas de théâtre à Sevran, et pourtant il y a beaucoup de culture à Sevran. Vous voyez, ça pose des questions nouvelles. Faut-il toujours des lieux en tant que tels pour être la fabrique de la culture? Et finalement, c'est une manière anthropologique de poser la culture aussi dans des territoires qui sont des territoires populaires. Et donc, le moteur de la création, ce sont les gens. Mais une fois qu'on a dit ça, on peut aboutir à des choses qui n'ont pas beaucoup de sens d'ailleurs. Si on n'est pas attentif à deux choses, là aussi ça a été dit, l'exigence
l'exigence en termes de qualité, c'est-à-dire que il y a à la fois dans les acteurs et les gens, les professionnels, les artistes qui interviennent, la manière de poser le sujet, l'objet culturel ou la démarche avec les personnes, il y a là de l'exigence. Ce qui est produit dans une perspective universelle, c'est-à-dire que ça va échapper, mais c'est tellement exigeant et qualitatif que ça va nous dépasser. Et c'est ça, c'est des choses qui nous dépassent à un moment donné. Et cette expérience-là, le mot expérience c'est essentiel, en effet, cette expérience-là, elle change la vie des gens. Elle change pour ceux qui l'ont vécu. Vous avez contribué, les habitants qui contribuent à produire une œuvre et qui voient que cette œuvre ne reste pas à Sevran et qu'elle est d'un seul coup reconnue par d'autres, loin, très loin, et qu'elle vous revient complètement transformée, c'est ça, cette émotion-là, elle est inégalable. Il n'y a que la culture qui peut faire ça. Il n'y a que la culture et cette expérience culturelle qui peut le faire. Et l'autre, j'ai dit exigence et je dis aussi respect. Respect, c'est être à la bonne hauteur avec les gens, être au bon endroit, c'est-à-dire sans préjugés, sans rien. C'est juste considérer que les gens ne sont pas des bouteilles vides qu'on remplit, mais qu'au contraire, si on prend la rhétorique de la bouteille, ce sont au contraire des bouteilles pleines qui ne demandent qu'à pétiller. Et donc toute la démarche consiste à faire ressortir ça, mais dans une démarche de respect. Sinon, on n'a pas ce qui se passe à Sevran. On n'a pas ce qui se passe à Sevran. Vous voyez, il y a une microfolie à Sevran. C'est un modèle qui est un lieu, qui est un équipement. Cet équipement, si c'était que l'équipement, il n'aurait aucun sens à Sevran. C'est parce qu'il y a un équipement de qualité qui respecte la population de Sevran et en même temps, il y a un projet pédagogique qui est fondé sur la citoyenneté et sur le moteur démocratique, comme vous le disiez, monsieur le maire. Et ça rend l'équipement un équipement qui a du sens. Voilà. Alors, en politique de la ville, on est avec évidemment le ministère de la Culture, puisque notre logique préfecture, c'est de nous arrimer au ministère, évidemment, qui porte ces politiques-là. Il n'y a pas d'invention particulière d'une culture de la politique de la ville. Vous imaginez comment ça serait stigmatisant. Donc, on s'arrime à ce qui est, on s'accroche, on s'adosse à ce qui est engagé par le ministère de la Culture, sauf que on donne la possibilité soit d'expérimenter des choses en amont, soit de pousser l'innovation là où elle ne peut pas toujours trouver les moyens d'être poussée dans un premier temps. Mais toujours, on va essayer de se rencontrer rapidement pour que ça prenne sens. Et puis, vous disiez de la Seine-Saint-Denis, en effet, c'est pas une... J'étais dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est le même sujet. C'est exactement le même sujet. C'est-à-dire qu'il y a des endroits, et même dans les pays plus ruraux, il y a des endroits où faire de la culture, c'est faire de la vie. D'abord, c'est faire de la vie. Et participer et faire de la vie, c'est d'abord être avec les gens. Et être avec les gens, ce n'est pas dégrader la qualité. Au contraire, c'est devoir être encore plus exigeant. Voilà. Merci beaucoup, merci à chacune et chacun. J'ajouterai un mot de remerciement au-delà de tous ceux qui vous reviennent pour soutenir cette démarche et cette journée, pour un certain nombre de partenaires aussi qui ont accompagné cette journée, et dont certains sont présents. Je pense à la Fondation Abbé Pierre, je pense à la revue La Seine, je pense à Arsena aussi, le centre de ressources, le centre de ressources national du spectacle vivant. Et donc, eh bien, nous allons maintenant introduire la journée de façon encore un peu plus pointue. Vous l'avez déjà fort bien fait et je vous remercie beaucoup.